Ça veut dire quoi, choisir tout? Faire rimer ses aspirations pro et perso? Faire des choix en conscience? Les réévaluer quand c'est nécessaire? Approfondir sa connaissance de soi? Agir là où on le veut et on le peut? Être en lien avec les autres? Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui vous aide à vivre l'équilibre des temps de vie qui vous convient, en faisant des choix et de la place à ce qui compte pour vous. J'invite à mon micro des femmes, des hommes, des experts. Ensemble, on parle de ces sujets millefeuilles, connaissance de soi, carrière, famille. À la fin de ces conversations, vous aurez réfléchi, ri, pris du recul et surtout, vous aurez envie de vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Conscious Cultures, une société de conseil et de coaching qui vise à promouvoir une meilleure intégration des domaines de vie pour que carrière et vie personnelle se construisent ensemble, en harmonie. Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre, numéro d'équilibriste, que j'envoie 2 fois par mois pour partager réflexions, anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute. Je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. En septembre dernier, j'ai embarqué 7 personnes, femmes et hommes, dans un programme de groupe de 20 semaines que j'ai conçu, dédié à la construction d'une carrière épanouissante en même temps qu'une vie personnelle riche. Le programme s'appelle En même temps pour cette raison. En 20 semaines, ils ont opéré comme une profonde mise à jour de leurs envies, de leurs rêves, de leurs ancrages, pour continuer à avancer dans la direction qu'ils ont choisie, dans le pro et dans le perso. Quand je leur ai demandé ce que le programme avait changé pour eux, ils m'ont parlé de leur meilleure connaissance d'eux-mêmes et de leurs aspirations, de leur plus grande conscience de leurs besoins. Ils m'ont parlé des changements qu'ils avaient opérés, la reprise du sport, l'organisation de leur journée, parfois de tout petits changements, mais aux grands impacts. Ils m'ont parlé de l'autocompassion qu'ils ont développée, du perfectionnisme qu'ils ont mis en sourdine et de la culpabilité qui leur a un peu lâché les baskets. Ils m'ont parlé des conversations importantes qu'ils ont eues avec leurs conjoints, conjointes, avec leurs amis, sur la base de ce qu'ils apprenaient et découvraient dans le programme. Et ils m'ont parlé du groupe, de ce groupe dont ils font désormais partie et sur lequel ils ont pu compter et pourront continuer à compter. Un groupe très divers, mais avec des envies et des motivations communes. On est début 2024, et c'est peut-être un moment où vous avez envie de tout ça pour vous. Vous vous posez peut-être des questions sur votre prochaine étape professionnelle. Vous avez peut-être envie de viser plus haut, mais avez peur de trop y perdre. Ou vous avez peut-être envie d'une pause, que vous n'assumez pas vous qui avez toujours foncé. Je suis très heureuse de lancer une 2e session, à partir du mois de mars, pour des personnes qui ont envie de s'investir dans ce programme aussi soutenant qu'ambitieux, au service de leurs aspirations pro et perso. Les groupes sont de taille réduite, pour privilégier la qualité des échanges et des relations. Si vous avez envie de rejoindre cette 2e promo qui démarre début mars, vous pouvez prendre rendez-vous pour un premier échange dans le lien en description de cet épisode ou directement sur mon site www.conscious-culture au pluriel.com. Rubrique offre. Je me réjouis d'échanger avec vous et de vous accueillir dans le programme. Bonjour Séverine. Bonjour Sandra. Je suis très contente de t'accueillir dans Les Équilibristes. J'ai découvert ton travail il y a quelques semaines. J'ai beaucoup rigolé et j'adore ce mélange de rire et de réflexion profonde que tu nous proposes. Donc, on va en parler beaucoup aujourd'hui. Merci, je suis ravie d'être là. Bah ouais, super contente. Séverine a 7 ans. Elle était comment? La petite Séverine. Tu t'étais comment? T'aimais quoi? Tu rêvais de quoi? Alors, il y a une chose que tout le monde disait, c'est que j'étais extrêmement bavarde. C'était sur absolument tous mes bulletins de classe. Mm. Je prenais l'avion pour aller voir mes grands-parents en mineur non accompagné. Et la personne qui était assise à côté de moi, à la fin du vol, savait tout de ma vie et de mes réflexions sur tout ce qui m'arrivait. À part ça, j'étais quelqu'un en fait à 7 ans, ma petite sœur était toute petite et donc on avait pas mal d'écart d'âge, donc en fait je m'ennuyais beaucoup Mm. toute seule et je pense que ça a beaucoup aidé à développer mon monde intérieur. Ouais. Donc j'étais une enfant assez créative Mm. et j'aimais beaucoup me raconter des histoires, avoir des grandes réflexions sur la vie. Voilà, je crois que c'était à peu près ça. Je parlais beaucoup et je réfléchissais beaucoup, comme Ouais. maintenant. Maintenant, ouais, c'est ça. Est-ce que est-ce que tu te souviens s'il y avait un métier qui te faisait rêver, comment tu te représentais la vie d'adulte, la vie de travail, la vie d'adulte? Je voulais être prof. C'était à peu près le métier que je connaissais le mieux.
Ouais. Donc, je voulais être prof. Je trouvais ça super bien. Le métier que j'ai voulu faire juste après, c'est présidente de la République. Mhm. Je trouvais ça super. J'avais beaucoup d'ambition, je crois. Mhm. Je crois que dans les deux, il y a une histoire de métier d'autorité, quoi. Ouais. Et tout le monde me disait, ah bah, écoute, si tu veux être présidente, je voterai pour toi. J'étais là, genre, un de plus. Euh, C'était super. Et j'ai voulu être présidente de la République, je pense, une bonne partie de mon enfance, ouais. Mhm. C'est extra. Et ça, c'était quoi? C'était l'engagement? C'était le fait de décider? C'était... Ouais, je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a une histoire d'autorité et d'ambition. En fait, j'aimais bien l'école, j'étais bonne Ouais. en classe, je marchais bien, j'avais des retours assez positifs, si ce n'est le bavardage. Mhm. Et je crois que c'était un truc de, bah, si je peux, autant aller à Donf, quoi. Ouais, Autant tout faire. c'était le meilleur truc que tu pouvais faire et donc tu voulais faire ça. Exactement. Ouais, c'est drôle. Et alors, t'es pas encore présidente de la République, Mm, mm, mais tu as démarré ta carrière et tu as beaucoup travaillé dans la pub. mm. Tu travailles plus directement, enfin, dans des agences, mais qu'est-ce que tu retiens de ces années-là? Ouais, écoute, j'ai travaillé une petite dizaine d'années dans la publicité. J'étais planeuse stratégique, donc je m'occupais de la stratégie de marque et de communication de mes clients. Euh, Écoute, ça a été des années d'un très grand apprentissage pour moi. Je pense que j'ai vécu une petite vie pendant ces 8-10 ans. Euh, En fait, je suis entrée dans ce secteur un peu par défaut au début. Quand j'ai fait mes études, j'ai resserré un petit peu et je suis arrivée à la communication parce que c'était ce qui me semblait le plus intéressant sur le moment. Et je me suis prise de passion au début, vraiment, pour ce secteur. Je trouvais ça magique de pouvoir travailler dans un milieu où ce qu'on vendait, c'était les idées. Hmm. Je trouvais ça assez dingue. J'avais pas eu ça dans ma famille. Enfin, tout le monde avait des métiers assez sérieux, assez concrets. Hmm. Et je trouvais ça dingue, en fait, un métier où, voilà, ce qu'on vendait, c'était un concept, une idée. Je Ouais, trouvais ça assez magique et je trouvais que c'était un privilège incroyable. Donc, au début, je suis entrée dedans avec une passion débordante. Euh, j'ai plongé dans tout ce qui s'était fait depuis des décennies. Il faut avoir pas mal de culture publicitaire. d'accord. Et j'ai plongé dedans. J'ai trouvé ça génial et extrêmement excitant. Et c'était bien d'être passionné parce que c'est un secteur qui est assez concurrentiel, qui est assez intense. Et j'ai passé toutes ces premières années à fond dedans. Je pensais qu'à ça, je travaillais énormément, je restais tard. En plus, je suis arrivée peu de temps après la crise de 2008, donc à un moment où tous les recrutements étaient gelés, donc la compète était encore plus violente, donc il fallait encore plus se démarquer. Et donc, je suis entrée dedans, j'ai travaillé dans plusieurs agences. Et puis, au final, la réflexion que ça m'a permis de mener, je pense que ça a un peu entamé ma réflexion sur le travail, celle que je Hmm. mène encore Ouais. aujourd'hui. Parce qu'à un moment est arrivée un petit peu cette question qui est, tu travailles, je sais pas, 60, 70 heures, 80 heures, ça dépend des semaines. Et qu'est-ce que tu as en échange, en fait? Est-ce que ça vaut le coup? Et en Hmm. fait, est arrivée cette question parce qu'à des moments, enfin, c'était vraiment génial. Je voyageais énormément dans le monde entier. Et puis à un moment, en fait, à- dans une période où justement je voyageais beaucoup et ça commençait à impacter ma relation de couple, mes relations amicales, etc. J'ai commencé à avoir un petit peu ce doute de est-ce que ça vaut le coup à ce point-là? Parce que ça commençait à avoir un effet. C'est ça, ça a été ça le déclic. Ouais, je Ouais. crois. Je crois, ça a eu un effet aussi, bah, évidemment, sur ma santé, etc., Ouais. parce que je suis pas si résistante que ça. Hmm. Euh, et en fait, j'ai commencé à avoir autour de moi plein de gens commençaient à avoir des effets différents de toute cette intensité. Hmm. Des burn-out, des gens qui commençaient à avoir des problèmes de santé, etc. J'ai commencé à regarder au-dessus de moi et Hmm. à voir des gens qui avaient, qui, même quand ils avaient des enfants, une famille, etc., passaient pas beaucoup de temps avec, Hmm. etc. Et puis j'ai commencé à me dire, mais ah ouais, en fait, plus tu avances, et en Hmm. fait, pas plus tu gagnes de temps, pas plus tu gagnes de sérénité. Non, non, c'est Hmm. c'est pire. Hmm. Et,
Et en fait, j'ai commencé à avoir des doutes à ce moment-là, mais juste des doutes. C'est des choses qui prennent un peu de temps, puis j'étais Mm. toujours passionnée. Et puis, j'ai commencé à regarder les choses de façon un peu plus structurelle, qui est un de mes caractéristiques, Ouais. et à me rendre compte qu'en fait, tout ça a été structurellement fait. Enfin, c'était structurellement comme ça. C'est-à-dire que Ouais. c'est des secteurs qui vendent du temps et qui, pour être rentables, doivent vendre beaucoup plus de temps que ce qui rémunère les gens. Ouais. Et en fait, la variable d'ajustement, c'est la capacité qu'ont les gens à travailler plus que ce qu'ils sont payés, plus que ce qu'ils sont... Enfin, à travailler trop, quoi, en Et vrai. justement, tu disais, qu'est-ce que j'ai en échange? Et tant que ça marchait pour toi, tant que ça allait, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu avais quoi en échange? Je regrette vraiment pas ces années-là parce que Mm. j'avais énormément d'excitation Mhm. intellectuelle. C'est quand même des projets Mm. avec beaucoup d'adrénaline. Donc, Ouais. on travaille comme des dingues et puis, boum, ça marche et on sort la campagne ou on gagne le Ouais. client, etc. Il y a une adrénaline qui est géniale, il y a une excitation intellectuelle qui est géniale parce que Ouais. c'est quand même beaucoup de réflexion sur des sujets hyper intéressants. Et donc, j'avais une excitation, enfin, j'avais de l'adrénaline, j'avais de l'excitation intellectuelle. Euh, ça a été très enrichissant pendant un temps. Ouais. Et puis Ouais. c'est quand même la pub est beaucoup moins glamour aujourd'hui qu'elle a pu l'être à une époque, mais c'était quand même assez génial de pouvoir dire à ma grand-mère, t'as vu telle pub? C'est Mm. moi. Mm. Et ça, moi j'adorais. Et ça revient à la question présidente de la République. Il y a un truc visible, Mm. euh, quelque chose que tu peux montrer en disant, bah Ouais. voilà, ça j'y ai participé. Ouais. Et enfin, ça c'était extrêmement gratifiant. Et c'était génial. C'est juste qu'à un moment ces choses-là sont devenues peut-être moins importantes dans Mm. ma vie Mm. et que je me suis rendu compte que peut-être que le deal avait été bon pendant un temps, mais qu'il était devenu un peu moins bon pour moi, je crois. Ouais. C'est vachement intéressant. On aura l'occasion d'y revenir, de parler plus en détail de toi. J'ai envie qu'on parle de travail parce que c'est vraiment le sujet sur lequel tu travailles. Tu travailles sur le travail. Tu as fondé Acracy en janvier 2020. Mhm. Avant qu'on parle de ce que fait Acracy, je suis très curieuse de ce que ça a été de lancer une boîte juste avant une pandémie mondiale. Ça a été des montagnes russes. Ouais, sans blague. Euh, ouais, en fait, j'étais à Londres à ce moment-là. J'étais dans l'agence de mes rêves. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que si j'étais pas heureuse dans l'agence de mes rêves, c'est qu'en fait, il fallait que je change. Mm. Et c'est à ce moment-là que mon associé est arrivé avec l'idée d'Acracy. Donc, on parlera Ouais. de ça après. Et moi, ça a été une vraie intense période de transition réflexion parce que moi, je pensais que je serais salariée toute ma vie. Je m'étais Mm. jamais posé la question d'être indépendante et encore moins de lancer une boîte. En plus de ça, au Royaume-Uni, il n'y a pas de chômage. Donc, Mm. c'était vraiment du sans Mm. filet. Et puis, en fait, on a commencé à travailler dessus en parallèle de nos tafs pour tester un petit peu, voir si ça prenait, etc. Et ça a pris. Mm. Et donc, go, fin 2019, je claque madame. Début 2020, on attaque officiellement, donc en janvier. Et paf, mars, on se retrouve confiné, tout s'arrête, tout ça. Et là, moi, je me suis dit, mais genre, waouh, tu viens de faire une erreur de timing monumentale. Waouh! Et en fait, bah, il y a eu évidemment le choc qu'on a tous connu. Et au final, après une pause assez brutale, on s'est retrouvé un peu au bon endroit au bon moment. Parce que Mm. la proposition qu'on a avec Acracy, donc, qui est bah, de la mise en relation entre des indépendants dans les métiers créatifs, Mm. des freelances et des entreprises, bah, il y a eu un besoin soudain pour l'agilité que ça permettait, pour la Mm. flexibilité que ça permettait. Et donc finalement, à ce moment-là, on s'est retrouvé au bon endroit au bon moment. Dieu merci. Après quelques mois d'une panique assez élevée, ça s'est avéré être la bonne décision et pile dans une sorte de mouvement qui Ouais. s'est enchaîné à ce moment-là, qui était bah, le télétravail, l'indépendance, la flexibilité, Ouais. etc. Ça s'est retrouvé finalement plutôt aligné. Ouais, c'est ça. Le timing était en fait excellent, quoi. Était vraiment Oui. excellent. Et, euh, et parle-nous d'Acracy, alors justement, parce que t'as une vision, toi, du freelancing euh, qui est, euh, qui est encore très, très novatrice. On associe souvent le freelancing à une forme de précarité, c'est pas du tout ton Mm. point de vue.
Oui, ben ça a été au moment où on a lancé Acracy avec Romain, on avait l'intuition qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer parce qu'autour de nous, plein de gens de notre milieu, donc lui aussi venait d'agence, plein de gens de notre milieu commençaient à tout plaquer pour devenir freelance. Et on s'est dit, tiens, c'est intéressant parce que jusqu'ici, le freelance se traînait un petit peu cette image de quelque chose que tu fais entre deux contrats ou en attendant de savoir ce que tu veux, un truc un peu par défaut. Et en fait, on voyait des gens faire ce choix volontairement de passer free. Et on s'est dit, mais on est qu'au début. On a regardé un peu aux États-Unis, etc. On s'est dit, mais on est qu'au début en France de ce mouvement-là. Mm. Et à ce moment-là, donc, on commence à lancer, à prendre nos premiers briefs. Et moi, je m'occupais de toute la partie, je m'occupe toujours de toute la partie recrutement des freelances et animation de la communauté. Et je commence à faire des entretiens, parce que les freelances qu'on a dans notre communauté, on les sélectionne. Mm. Je commence à faire des entretiens avec des freelances. Et en fait, pendant toute cette période-là, je me suis pris claque sur claque sur claque en parlant à ces gens-là qui avaient compris quelque chose que j'imaginais même pas. En fait, je parlais à des gens qui étaient extrêmement contents dans leur statut, qui l'avaient complètement choisi et qui me parlaient avec tellement mais d'enthousiasme de tout ce que ça leur permettait. Et en fait, on parle du freelance comme étant la liberté. Je ne Mm. sais pas si c'est vraiment de la liberté parce que malgré tout, il faut faire un CA, il faut travailler, etc. Je pense que c'est plus une question de contrôle. Mm. En fait, j'ai vu des gens qui avaient repris le contrôle sur leur travail. La Mm. plupart du temps, ils avaient été salariés, pas tous, mais beaucoup. Et en fait, soudainement, c'est une reprise de contrôle sur son temps et sur l'utilisation qu'on en fait, sur ce pourquoi on bosse. Mm. Parce que quand ça fonctionne bien en freelance, on peut choisir ses clients. Et en fait, globalement, je voyais une sérénité dans le travail que Mm. j'avais pas vue jusque-là. Et beaucoup de gens qui me disaient, mais je vois pas comment je pourrais revenir en arrière. Mm. Euh, Ça peut arriver, bien évidemment, et souvent c'est un choix, etc. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'à posteriori, moi, en tant qu'indépendante, je comprends très bien maintenant Ouais. cette question du contrôle qu'on a. Je pense vraiment pas que ce soit de la liberté, parce qu'il Mm. y a plein de contraintes. Mais au final, toutes ces contraintes ont il y a deux revers de la médaille, quoi. Et toutes les contraintes ont un aspect vraiment positif et un aspect où on peut avoir de la maîtrise. Mm. Et en fait, l'image du freelance a évolué depuis. Mais au global, vraiment, je ressens. Enfin, j'ai l'impression que les freelances sont souvent à la proue des évolutions du rapport au travail parce qu'ils ont fait un choix qui est quand même plutôt radical Ouais. et qu'ils l'ont fait pour des raisons qui sont très, très claires, quoi. Ouais. Ouais. Là, il y a vachement de force dans ce que tu racontes là, de ce qui se dégage. Et la question que je me pose, et je sais que c'est au cœur des sujets de certains de mes précédents invités, je pense à Mathilde Lecause qui travaille aussi là-dessus, mais c'est comment on crée des ponts finalement entre ce monde du travail corporate qui est un monde du travail traditionnel et ce monde du travail indépendant qui, comme tu le dis, n'en est qu'à ses débuts, avec cette idée que les talents s'en vont en fait au bout d'un moment parce qu'ils ont ce besoin de contrôle, de agency, de... En fait, je pense que les ponts se créent, enfin, c'est mon avis, mais les ponts se créent en ce moment par la volonté justement individuelle des gens. Mm, C'est évidemment une des tensions que j'explore le plus mm, dans ce que j'écris sur le sujet du travail. Je pense que c'est difficile pour les entreprises de bouger parce qu'il y a des choses qu'on faisait jusqu'ici qui étaient, voilà, c'était structurel, c'était comme ça qu'on fonctionnait et c'est pas facile de les remettre en question. mm, Mais je pense qu'elles sont confrontées à énormément d'envies individuelles qui les forcent à remettre en question les structures justement pour pas que les talents partent. mm, Parce que au final, aujourd'hui, on parle de fuite des talents, de quiet quitting, de tous ces trucs-là. mm, Et il y a deux réactions possibles, hein. Il y a la réaction qu'on entend le plus souvent qui est oh là là, les gens veulent plus bosser. mm. Et si tu veux me lancer sur le sujet plus tard, on pourra en Chouette, parler pendant t'inquiète, on 15 va le faire. minutes. Et il y a l'autre réaction qui est OK, les attentes changent. Mm, Comment est-ce qu'on peut trouver un compromis? Comment est-ce qu'on mm, peut trouver quelque chose qui va à tout le monde?
Et je pense que c'est sous toutes ces impulsions individuelles qui commencent à devenir assez collectives quand même, parce que Ouais, c'est quand même assez communément ouais, partagé, qu'on trouve des ajustements, qu'on trouve d'autres façons de travailler, d'autres rapports au travail et d'autres modèles d'organisation. ouais. Typiquement, enfin, l'exemple absolu, c'est le télétravail. C'est genre, il y a tellement d'entreprises qui auraient dit, mais sur mon corps mort, Mm. le télétravail. Puis soudainement, bah, on a tous été forcés de tester et on s'est rendu compte que bon, il y a plein de débats sur ce sujet-là, mais bon, globalement, ça peut marcher. Et donc, je pense que voilà, il y a des impulsions un peu forcées Ouais. qui font avancer les choses et je pense qu'on est en plein dans cette période de transition. Ouais, et moi j'ai l'impression aussi qu'on est, comme toi, je regarde beaucoup ce qui se passe aux US et qu'on est en train de vivre un retour de bâton assez costaud parce que ça peut marcher, ça demande de réinterroger des choses qu'on n'a pas assez réinterrogées dans cette application forcée du télétravail, où on n'a pas revu assez de process, on n'a pas revu assez la manière dont on travaille ensemble, dont on communique ensemble. Et on signe un échec. Enfin là, j'ai beaucoup de boîtes américaines qui ordonnent le retour au bureau sous peine d'être virées. Mhm. Je, je- Mhm. à part le signe d'un échec de remise à plat de façon de fonctionner, je vois pas bien de quoi il s'agit en fait. Ouais, c'est un de mes sujets favoris, hein. Mm. C'est un de mes sujets d'énervement Mm. principaux. Et Ouais, j'en ai fait un article, effectivement. Je pense que tu as raison. Je pense que il y a vraiment eu une période où il y a plein de boîtes qu'on dit ça y est, on passe en complètement remote, complètement décentralisé, etc. Et là, il y a un énorme retour de bâton qui est en train de se passer, et effectivement sous la menace de licenciement, mm. euh, ce qui est très violent. Et en fait, je pense que tu as raison sur la question de l'organisation. Je pense que il y a beaucoup de boîtes qui ont voulu finalement trouver des moyens d'essayer de reproduire l'ancienne organisation, Ouais, ouais, mais de façon décentralisée. Et c'est pas possible. Et il y a des études que je cite qui montrent qu'il y a beaucoup de boîtes qui n'ont même pas les bons outils non, c'est sûr. pour collaborer, Ouais, ouais. que ça soit des outils de visio, mais aussi de Mm. collaboration. Mais c'est aussi une question de process. Alors, je sais que c'est un micro-niveau, mais chez Acracy, on est en remote. Pris cette Vous êtes décision combien? assez tôt. Là, on est 8 Mhm. et on a pris cette décision assez tôt dans notre existence qu'on s'est dit bah on Ouais, est là, enfin on est sur le futur du travail, donc autant l'expérimenter oui. à fond. Et puis moi j'étais à Londres et les autres étaient à Paris. Et c'est une organisation, enfin c'est un Mm. taf quoi, même sur Mm. une petite Mm. équipe, c'est un taf. Parce que il faut évidemment on n'a plus toutes ces petites interactions qui étaient tiens j'ai cette idée, qu'est-ce que t'en penses, t'as 5 minutes, etc. Donc il faut les recréer. Mm. Il faut créer des moments où on peut échanger, mais il Mm. faut aussi créer des moments où on peut parler d'autre chose que de Mm. travail pour pas avoir juste des relations qui sont fonctionnelles. Mm. C'est une véritable organisation et c'est pas facile. Alors c'est déjà un travail sur une petite équipe, alors il faut imaginer sur une grosse équipe. Ouais, Mais effectivement, c'est un travail à part entière, ouais, c'est des process, c'est une orga, etc. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, quand on n'a pas réfléchi à ça et quand on les a pas mis en place, quand on n'a pas testé, quand on s'est pas planté, quand on n'a pas ouais, trouvé la ouais, bonne orga, ça semble assez naturel de se dire, bah, on va revenir comme avant. ouais, Et là où je pense que c'est une erreur fondamentale, c'est que entre-temps, on a donné quelque chose aux gens ouais. qui est du contrôle, justement, pour y revenir. On leur a redonné le contrôle sur une grosse partie de leur temps, sur une grosse partie de leur quotidien. Et en fait, ils ont très bien utilisé ce contrôle. Il y a plein d'études qui sont sorties pour montrer qu'énormément de gens ont commencé à passer plus de temps avec leurs Mhm. proches, mais aussi développer des nouvelles passions, des nouvelles activités. Ouais, Et en fait, on leur a donné ça. Ils se sont rendus compte de cette valeur au niveau individuel. Et par ailleurs, les chiffres le démontrent aussi. Ils n'ont pas l'impression d'être moins efficaces. Et soudainement, on leur dit, bah non, on va revenir au taf et ça va être comme avant. Ça va pas être comme avant. C'est pas possible. non, ce sera pas comme avant. Je pense que c'est une énorme erreur aussi. Mais ce que tu dis, c'est juste, c'est-à-dire qu'il faut dégager du temps, du budget, des ressources pour se pencher sur la question de Mm. comment on réadapte tout ça au fonctionnement à distance. Et moi, je suis toujours effarée de voir à quel point on espère, enfin, tu vois, on fonctionne un peu genre, on espère que ça va marcher, quoi. On a Teams maintenant, bah, on a rajouté du Teams à tout va, dans tous les sens, et les gens en souffrent, enfin, deviennent zinzin avec ce truc-là parce Ouais. qu'ils sont interrompus toutes les 2 secondes et demie. Et puis quand tu leur demandes s'ils ont mis en place des règles, ben non, en fait, il n'y a pas de règles. Et cette question de quelle
mise en place, on fait, on a été trop vite en fait. Il y a eu cette phase d'ajustement, à toute vitesse, qui a été assez magique. On passe d'un jour à c'est pas possible à bah, de toute façon c'est obligé donc on y va. Et puis Mm. on l'a un peu laissé, enfin dans beaucoup d'endroits, je vois ça, on a laissé les choses telles quelles. Mais juste, tu vois, je repense à ce que tu disais tout à l'heure, Acracy, c'est surtout des talents créatifs. J'imagine que cette volonté, elle est aussi partagée par d'autres personnes qui ont d'autres profils. Il faut des Acracy dans plein de domaines, en fait. Ouais, il y en a dans plein de domaines. Mm, Nous, on s'est spécialisé sur les métiers créatifs, c'est ceux qu'on mm, connaît le mieux. Et on a 750 freelances qu'on a mm, sélectionnés dans la communauté, mais il y en a dans énormément de domaines. Et en fait, il y avait plein de métiers qui, avant, mm, étaient déjà facilement pratiqués en freelance. mm, Les métiers de la tech, il y avait beaucoup de métiers qui étaient déjà très indépendants, mais c'est en train de se déployer sur énormément de métiers dont parfois on ne savait même pas qu'ils ouais, pouvaient être faits ouais. de façon indépendante. Mais c'est ouais. Et en fait, quand je dis il faudrait des Acracy partout, c'est parce que votre message, je le trouve particulièrement original. Dans le côté, on redonne la force, on sait où est la valeur. La valeur, elle est chez les gens. Elle est chez ce qu'on appelle les talents. Il faut donner un sens à ce mot de talent. Et donc, comment on redonne de la puissance et de la force à ces gens-là qui n'ont pas forcément envie d'être dans des milieux, dans des mondes de travail, enfin, dans des organisations du travail traditionnelles. Ouais, ça me fait plaisir, tu le formules comme ça. Mm, Parce que en fait, notre volonté première, quand on a lancé Acracy, c'était vraiment de redonner de la valeur au travail créatif. Et pour ça, en fait, de permettre aux freelances de pouvoir exercer leur talent dans les meilleures conditions. En fait, de créer mm, toutes les conditions pour qu'ils puissent se centrer sur leur travail. Donc, en fait, évidemment, on leur trouve des missions intéressantes, on leur envoie des missions qui leur correspondent. mm, Euh, on s'occupe de toute la partie administrative, génération des factures, des devis, etc., mm, au maximum et puis relance et tout ça, pour qu'ils puissent se concentrer sur leur travail et pour qu'ils puissent vivre le freelance mm. dans les meilleures conditions. Et en fait, tout ça, effectivement, c'est au cœur de ce qu'on a Ouais. envie de faire. Et au fond, tout ça, c'est porté, c'est porté par une certaine vision de ce que devrait être Ouais. le travail. Mais finalement, on n'a pas inventé. On s'est juste engouffré dans ce que eux faisaient déjà, qui est d'essayer de créer finalement les meilleures conditions aussi pour travailler le mieux possible et puis Mm, pour avoir la vie qu'ils souhaitent avoir, quoi. mm. C'est trop marrant que tu emploies ce terme de meilleures conditions, parce que c'est exactement aussi le terme que j'emploie dans mon travail. C'est comment on permet aux gens de fournir leur meilleur travail parce qu'ils sont dans des conditions, dans des bonnes conditions. Et alors, tu as parlé de colère il y a 2 secondes, Séverine, Ah, et tu as une newsletter, c'est grâce à elle que j'ai découvert ton travail. Tu l'appelles comment, cordialement, ou tu l'appelles CDLT? CDLT. CDLT. Donc, en hommage, pour ceux qui ne comprendraient pas, mon mari ne connaissait pas, il n'est pas du tout, il ne travaillait pas en entreprise, et il dit, mais quoi, CDLT? Donc, pour les gens qui ne savent pas, c'est l'abréviation de cordialement, quand on a la flemme d'écrire cordialement, parce qu'on est tellement cordial qu'on n'a pas le temps. Et C'est vraiment la passif-agressivité corporate à l'état horrible. pur, en fait. Surtout que c'est dans une signature copiée, enfin, qui apparaît automatiquement. Bref. Donc CDLT. Et CDLT, tu l'as décrit comme une newsletter qui est du Hater-Generated Content bimensuel sur le monde du travail. Et donc cette idée de colère et de... Elle est derrière ce que tu racontes là. T'es en colère Elle contre est quoi? au cœur. En fait, l'histoire de CDLT, en fait, on l'a créée, c'est principalement moi qui l'anime aujourd'hui, mais on l'a créée à trois, avec Romain, mon associé, et Magali, qui bosse avec nous chez Acracy. Et en fait, on l'a créée dans le même mouvement que celui qui nous a fait créer Acracy, qui est une colère contre le status quo, une envie de faire un autre modèle. Mm, Et au début, c'est une blague. CDLT, ça s'appelait Time to Fuck Off. C'est dire si c'était une mm, blague, parce que c'est pas un nom très durable. Et en fait, l'idée, c'était de nous défouler, de mettre des mots sur plein de choses qui nous mm, énervaient. Au début, ça parlait beaucoup du secteur marketing com et c'est devenu une newsletter sur le travail en général. Et en fait, énormément des articles que j'écris partent d'une colère, de quelque chose qui m'agace, m'énerve, me frustre mm, et dont j'ai envie de parler.
Et donc, quand on parle du quiet quitting, du soi-disant désengagement, du retour forcé au bureau, plus récemment du féminisme corporate, etc., je prends des choses qui sont souvent considérées comme un état de fait ou comme un problème dont on ne sait pas trop quoi faire, ou comme la faute des gens Mhm. individuels. Quelque chose qui crée en moi une forme de colère et j'en fais des articles. Et à chaque fois, assez souvent, je tombe dans un vortex et je me retrouve à faire beaucoup de recherches sur le sujet. Ouais. Ça part très souvent de la colère et j'en suis vraiment contente. Parce que la colère, je trouve, est une émotion qui est pas bien comprise et pas bien respectée. Alors, évidemment, je ne parle pas de colère contre des gens et je ne parle pas Mhm. de ce type de colère qui peut être éminemment toxique dans les rapports humains. Je parle de colère contre les choses, Mhm. contre des situations. Et en fait, je trouve que la colère, notamment, je trouve, chez les femmes, est vraiment pas assez respectée. Parce que pour moi, la colère est une vraie émotion de mouvement, Mhm. une émotion de transformation. Je pense que quand on est en colère contre quelque chose, c'est souvent une première étape à réussir à changer les choses. Et donc, c'est une newsletter qui, visiblement, j'ai des gros stocks de colère. Parce qu'à l'origine, c'était un peu une blague, cette newsletter. On s'est dit, on fera 3 numéros, sera lu par 15 personnes, ça passera à autre chose. Et en fait, pas du tout. Je crois que j'ai assez de stock pour encore durer un petit Mhm. moment sur ma colère. Mhm. Mhm. Et ça me fait faire un travail qui est hyper intéressant, qui est d'essayer de mettre des mots sur Mhm. des situations qui sont injustes ou anormales ou incomprises. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles enfin, certaines personnes aiment la lire, qui est que ça fait du bien parfois, en fait, d'exprimer des choses qui vont pas avec des termes parfois un peu directs. Mhm. Oui, et puis ce que tu dis, en fait, c'est que tu exprimes des choses qui vont pas, mais tu proposes aussi des manières de faire en sorte qu'elles aillent mieux. Et puis c'est surtout très, très documenté à chaque fois. Donc, c'est toujours. C'est pas Séverine s'énerve sur son clavier, c'est. C'est. Non. Mm. Non, je parle comme une tenancière de PMU, mais le fond est plutôt Sciences Po. C'est ça. En fait, à chaque fois, je me retrouve dans un vortex de recherche parce que Mm. à chaque fois que j'ai un sujet qui me travaille et que je commence à développer un point de vue, je commence à faire plein de recherches, Mm. tomber sur plein d'études et sur plein de Mm. points de vue. Et en fait, ça me permet souvent, en y réfléchissant et en l'écrivant, de développer mon point de vue. Et en fait, bien évidemment, ça part toujours de la rage, mais, euh, mais j'essaye toujours de finir sur des pistes de solutions, des pistes de réflexion. Parfois, Mm. juste le fait de parler d'un sujet, Mm. je sais pas, je parle des sujets comme la santé mentale, etc., Mm. syndrome de l'imposteur, des choses comme ça. Parfois, rien que le fait d'en parler, c'est déjà un début finalement de solution. Mais oui, c'est toujours en fait, c'est toujours constructif. C'est toujours Mm. ça l'arc d'un poste. Ça part de quelque chose de Ouais. très énervé, ça essaye de finir constructif. Ouais. Et je suis curieuse aussi de savoir comment, tu disais, tu as travaillé à Londres, tu as travaillé à Amsterdam. Comment ces expériences-là à l'étranger alimentent aussi, nourrissent cette colère? Parce que c'est très, tu cibles la façon d'envisager le travail en France, en te nourrissant de propos étrangers. Qu'est-ce que ces expériences à l'étranger t'ont apporté par rapport à ça? C'est assez radical, la différence. Et c'est un choc qui est Ouais. hyper intéressant. Alors, j'ai surtout bossé au Royaume-Uni, puisque là, je suis à Amsterdam, mais je travaille pour ma boîte qui est Mm. en France. Mais et évidemment, je parle pas de toutes les entreprises, hein, je parle de Mhm. celles que j'ai connues. Mhm. Mais je me suis pris un très très gros choc en arrivant sur le rapport au travail parce que moi je venais d'une culture du présentéisme, hein. Mhm. Elle est toujours tacite, mais elle est là. Mm. D'une culture où bah ouais, si tu restes tard le soir, c'est que tu bosses dur et puis une petite charrette de temps en temps, tu peux en parler le lendemain en disant oh là là, je suis C'est partie à cool. 23h, Ouais. 2h, etc. C'est cool. Et je suis arrivée dans une boîte où à 17h, ça commençait à plier les gaules. Et c'était pas une petite boîte ou machin, Mm. mais à 17h, ça commençait à plier les gaules. 17h30, il n'y avait plus grand monde. 18h, c'était le vide, hein, qui était généralement à Paris l'heure de ma dernière pause, quoi. Et en fait, moi, au début, j'avais un peu ces rythmes-là, quoi. Je restais tard, puis je me retrouvais toute seule. Et je me disais, putain, il n'y a que moi qui bosse. Et puis, en fait, j'ai réalisé ce truc qui est un énorme cliché qu'on entend partout, mais qui est, en fait, il y a d'autres cultures de taf où rester tard, ça veut dire que tu t'organises mal. Et en fait, j'ai réalisé que, ouais, pas faux. Alors évidemment, il y a des moments où voilà, tu es sous-staffé ou machin, etc. Et t'as pas le choix. Et là, il y a un problème structurel. Mais il y a plein de cas
où effectivement, on réalise qu'on peut faire tenir le travail dans moins de temps. J'ai découvert il n'y a pas Ouais, très longtemps la loi de Parkinson, ouais, qui est que toute tâche va prendre le temps qu'on lui accorde. ouais. Et donc, si on lui accorde plus de temps, elle va prendre plus de temps. Et évidemment, il y a des limites à ça, mais c'est assez juste. Et en fait, quand on s'autorise pas à se dire, bah, j'ai qu'à finir tard ce soir ou je pourrais finir ce week-end, bah, soudainement, on réussit Ça souvent rentre. à compacter et à Ouais. faire entrer. Donc ça a été un premier choc assez radical. Et je crois que le deuxième, ça a été au Royaume-Uni le sujet de la santé mentale, Hmm. qui est quelque chose qui est éminemment moins tabou qu'en France. Il y a des Mental Health Week qui sont des semaines consacrées à ce sujet-là. Il y a des Mental Health Day qui est un jour qu'on peut prendre juste parce qu'on ne se sent pas ouf ou qu'on a besoin de souffler. Et en fait, alors, c'est pas toujours parfait, hein, parce que parfois la Mental Health Week, c'est faire des cours de yoga, c'est pas non plus une solution fondamentale. Mais rien que le fait que le sujet soit sur la table, que ça soit pas tabou de dire qu'on va pas top, je trouve que c'est un pas gigantesque. Je sais qu'on avance sur ce sujet-là en France, doucement. Et puis, on n'a pas trop le choix, on est porté par des vagues de burn-out, donc d'un moment, il faut en parler. Mais ces choses-là ont été un choc. Et effectivement, ça nourrit cette idée qu'une autre culture du travail est possible. Alors, c'est pas du Ouais. tout parfait ailleurs, hein. Il y a plein d'autres problèmes. Mais en fait, d'autres cultures du travail sont possibles et ça passe souvent par des process, des organisations différentes et le fait d'aborder certains sujets. Ouais, et ça changeait quoi? Enfin, tu vois, effectivement, cette loi de Parkinson, elle est extraordinaire. Non, mais en plus, c'est un Anglais qui a découvert ce truc-là. On se dit, si ça rentre en autant de temps, qu'est-ce qu'on fait, en fait, tout le reste du temps en France? Tu vois? Il se passe quoi? C'est une question hyper intéressante à laquelle je réfléchis beaucoup. Euh, En fait, je pense, il y a plusieurs choses là-dedans. Et encore une fois, je ne parle que de mon expérience à moi là. Ouais, ouais, bien sûr. Je tire pas des conclusions pour tout le monde, mais Ouais. je pense qu'il y a, en fait, à la seconde où on s'autorise beaucoup de temps pour quelque chose, où on laisse dépasser, on se dit, bah, ça peut toujours dépasser. Bah, en fait, on peut potentiellement se laisser être moins efficace, Mhm. peut-être faire d'autres choses en même temps, multitasker, prendre des pauses plus longues, laisser déborder un tout petit peu ce temps-là. Et je pense qu'il y a un cas qui est hyper intéressant. Je n'ai pas d'enfant, mais en fait, les parents, les mères notamment, qui n'ont pas le choix de devoir aller chercher les enfants à telle heure, etc. Bah, en fait, elles font tenir le travail dans un temps contraint. Si ça dépasse, elles s'organisent, etc. Mais elles font tenir plus de travail dans un temps plus contraint. C'est donc que on peut compresser ce temps-là. Moi, perso, il y a une découverte qui a été cruciale pour moi, qui est très personnelle, mais si ça peut aider une personne, c'est déjà ça. Vas-y. Ouais. J'ai compris qu'en fait, mon cerveau avait des phases et qu'en fait, je ne pouvais pas faire toute tâche à tout moment. J'ai appris à comprendre ce truc-là. C'est-à-dire, il y a des moments où mon cerveau est créatif, potentiellement ouvert à la connerie, et où je peux faire des choses un peu drôles, un peu créatives. C'est le moment que j'utilise pour écrire des articles pour ma newsletter, mais aussi écrire des sujets pour Acracy, des posts LinkedIn, des choses qu'on a à faire. Là, je l'emploie à créer des choses. Mhm. Euh, Et c'est Il y a quand des dans la moments, journée pour toi? souvent, écoute, en vrai, il n'y a pas de moment véritablement D'accord, mais tu défini. le C'est sens. généralement l'après-midi. Mhm. Euh, il y a pas forcément de moment défini. Et ça peut être, enfin, j'ai la chance de pouvoir travailler rapidement sur Mhm. des petites plages horaires, donc ça peut être une demi-heure avant une réunion, quoi. Mais Mhm. je sens que j'ai la connerie, j'y vais, Ouais. quoi. Ok. Il y a des moments où mon cerveau ne sert à rien. Je peux rien en faire. C'est le moment que j'utilise pour faire des tâches un peu bêtes. Je sais pas, du rapprochement comptable, des choses comme ça, quoi. Des choses très pointilleuses. Il y a des moments où, en fait, mon cerveau est structuré, je peux faire de la réflexion de fond, des tâches de fond, des Mhm. choses un petit peu profondes, des choses un peu plus stratégiques, etc. Puis il y a des moments où je suis capable aussi d'interagir aussi bien avec des gens, de bien réfléchir, de faire des réunions, etc. Mhm. Et en fait, quand j'ai compris ça, que Mhm. mon cerveau avait des phases différentes, j'ai appris à arrêter de lutter contre une phase. Alors, Ouais. à moins que j'ai un truc absolument essentiel à rendre le lendemain,
Mais généralement, quand on sait ça et quand on sait qu'il y a des moments où on peut faire certaines choses, bah, en fait, on se dit, bah, tiens, j'ai ce truc pour dans une semaine qu'il faut absolument que je fasse. Là, je me sens de le faire, go. Et en fait, moi, perso, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée parce que j'ai Mhm. beaucoup moins l'impression d'aller contre Mhm. euh, ma fatigue ou mon état mental, etc. Mhm. Et plutôt de l'utiliser. Et typiquement, je trouve que moi, ça m'a aidé à beaucoup mieux organiser mon temps. Et en fait, on en rigole beaucoup, mais dans la pub, il y a après de choses comme ça. Et on est plusieurs anciens publicitaires dans la boîte. Et un appel d'offres, c'est classique. Généralement, ça se finit la Mhm. veille à 2h du mat. Et on rigole beaucoup parce que nous, bah, on a des appels d'offres, un autre format chez Acracy. Et en fait, on rit parce qu'on les finit, mais une semaine ou 2 semaines avant, quoi. Parce que bah voilà, on s'organise en amont, on Ouais. avance à un bon rythme et on Ouais. considère pas que ça va être normal de le finir la veille et donc on Mhm. arrive à le repousser, enfin à l'organiser un peu mieux quoi. Mhm. C'est vachement important ce que tu dis sur le on considère pas que c'est normal de. Je crois qu'il y Ouais, a beaucoup de clés là-dedans. je suis d'accord. Et c'est intéressant de t'entendre le dire à l'échelle d'une organisation, même si elle est petite, mais dans l'audience des équilibristes, il y a des indépendants et il y a des salariés, il y a vraiment de tout. Et souvent, il y a cette frustration de ah oui, mais ça marche parce que tu es à ton compte, ça marche parce que. Mon obsession, c'est aussi comment est-ce qu'on injecte ça dans des organisations beaucoup plus traditionnelles dans leur Mm. organisation pour que c'est ce que tu expliques là, qui sont des choses qui sont archi documentées sur le fonctionnement cognitif, pour qu'on puisse en tenir compte et arrêter de se dire que c'est une excellente idée de faire des réunions de 3 heures Mm. sur les moments les plus créatifs de la journée ou des moments qui devraient être consacrés à des tâches de fond. Il y a toutes ces petites choses qui sont finalement des petites choses assez simples. Elles sont pas faciles à mettre en œuvre, quoi. Mais c'est intéressant d'entendre ton retour là-dessus. D'accord. En fait, je suis d'accord et surtout, je crois qu'il y a une énorme différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Mm. Tu vois, Mm. je sais qu'un de tes sujets, c'est le droit à la déconnexion et comment il s'applique, etc. Et en fait, enfin, il y a beaucoup de boîtes où on dit, bah voilà, vous n'êtes pas obligé de répondre après certaines heures, etc. Sauf qu'en fait, si c'est dit et qu'on dit, voilà, il n'y a Ouais. pas besoin, et qu'il y a une petite alerte quand tu ouvres ton outil de mail après une certaine heure qui dit, ah non, hein, t'es pas obligé. Mais qu'en fait, c'est attendu de toi de façon Mm. tacite. Parce qu'il y a Mm. un truc à rendre, il n'y a pas le choix. Bah, en fait, Mm. la responsabilité, elle est sur toi, mais doublement, Mm. quoi. C'est Mm. complètement de ta faute si tu travailles, même si c'est pas de ta faute. Ouais. Et, et en fait, je pense que effectivement, le vrai enjeu, il est au niveau des organisations. Enfin, on Mm. peut agir sur soi et poser Mm. ses limites, mais on peut pas toujours. Et en fait, je crois qu'il y a un vrai enjeu aussi outre les process et de mettre des choses, mais aussi à l'exemple. Parce que Ouais. très souvent, ça vient du management. Mm. C'est-à-dire que c'est bien de dire, bah, tu as le droit de déconnecter, mais si le manager déconnecte jamais, il y a une forme de pression tacite qui se met en place. Et donc, je pense que c'est autant un enjeu de process qu'un enjeu culturel Ouais. et un enjeu humain, quoi. Ouais, totalement. Totalement. Et il y a une notion donc, que tu as évoquée au tout début quand tu parlais de ta future présidence de la République. Je voterai pour toi aussi, c'est vrai. Oh, Euh, merci. Tu parlais d'ambition. Mhm. Et justement, cette notion d'ambition, elle est vachement intéressante parce que c'est une notion absolument individuelle, presque intime parfois. Et toi, tu aimes bien la remettre, comme souvent, dans un contexte un peu plus systémique. Mm. Euh, Comment la tienne a évolué? Effectivement, c'est un sujet que je trouve passionnant et j'en ai fait un article il y a quelques temps qui disait bah, visiblement tout le monde crie à la mort de l'ambition. Mm. Parce que, bah oui, a priori, si les gens réévaluent leur rapport au travail et décident de bifurquer, de faire des sauts latéraux, de plus aller dans cette course à l'échalote, a priori, c'est que derrière ça, il y a une baisse de l'ambition. Et effectivement, l'un des trucs que j'ai. Évidemment, tout ça est parti aussi d'une réflexion personnelle qui était bah, est-ce que moi, Mm. j'ai perdu de l'ambition, etc. Et en fait, j'ai compris une chose dans cette réflexion pour cet article-là qui était en fait, on croit que l'ambition, c'est quelque chose d'individuel, mais en fait, l'ambition existe dans un contexte. Il faut que le Mm. contexte le permette. Parce que, a priori, pour se dire, moi, je veux gravir les échelons, atteindre ce statut-là, il faut plutôt avoir confiance dans le fait que la boîte dans laquelle on est, l'économie dans laquelle on est, va nous le permettre. Et je pense qu'il y a eu un gros choc ces derniers temps, dans un contexte économique pas ouf, où plein de gens ont heurté ces plafonds-là et on se sont rendu compte qu'en fait, le contexte n'allait pas leur permettre de le faire. Moi, de mon côté, j'ai eu
effectivement un petit peu d'ambition quand j'étais enfant. J'en ai conservé pas mal au moment où je me suis lancée dans le secteur. Et puis, en fait, elle est toujours là. Elle est, je crois, toujours aussi intense. Elle s'est juste déportée Mhm. Mhm. de façon assez radicale. En fait, au fond, la question est comment on définit l'ambition? On peut le Mhm. définir comme cette course à l'échalote professionnelle. Et je crois qu'en fait, mon ambition à moi, elle est devenue déjà un peu plus variée. Je crois que dans le travail enfin dans ma boîte, mon ambition, elle est de créer un modèle qui est vertueux pour les gens qui font partie de la boîte, comme pour nos freelances, comme pour nos clients, quelque chose qui ait un impact potentiellement positif sur leur vie, leur taf, leurs Mhm. résultats. Euh, et je me suis rendu compte dans cette fameuse newsletter qui était une blague et qui est devenue une partie de ce que je fais aujourd'hui, que j'ai aussi une ambition là-dedans, parce que j'ai un plaisir dans le fait de le faire. Mhm. Le plaisir dans le process est ce qui me porte, ça et la colère, on l'a établi. Euh, mais en fait, j'ai réalisé que j'avais aussi envie de développer ça à part entière, que c'était pas sale, que ça ne nuisait pas à mon travail, parce que c'est aussi un des clichés qu'on a, qui est qu'on peut faire qu'une seule chose à la fois, Mhm. que ça ne nuisait pas au reste de mon taf, qu'au contraire, c'était complémentaire. Et en fait, au fond, je crois que j'ai plein d'ambitions différentes, et j'en ai une autre aussi qui est qu'en fait, j'ai découvert, alors évidemment, pas au tout début, mais j'ai découvert avec l'entrepreneuriat que je pouvais effectivement avoir le contrôle sur ma vie, avoir de la place dans ma vie, avoir euh, finalement cette forme de sérénité dans le rapport au taf. Et ça aussi, pour moi, c'est une ambition Ouais. Ouais. aujourd'hui de la maintenir. Ouais. C'est hyper intéressant. Tu me fais une très bonne transition parce qu'en préparant cet échange, je me disais, en fait, qu'est-ce qui n'est pas du travail? Et puis, je me suis aussi posé la question en mettant moi-même à la semaine de 4 jours et en me rendant compte que le jour où j'étais pas censée travailler, bah, j'avais envie de travailler et parce que j'avais envie d'écrire des newsletters, parce que j'avais envie Je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le travail? Mm. Et donc, j'ai été chercher chez Robert qui nous dit que le travail, c'est l'ensemble des activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est utile. Ah, Et en fait, qu'est-ce qui n'est pas du travail avec cette définition-là? c'est une waouh, c'est une excellente question. Qu'est-ce qui n'en est pas? Mais typiquement, je sais pas Mm. moi, enfin, participer à son assemblée de copro ou à la Ouais. décision de comment on va utiliser le jardin d'en bas de l'immeuble, c'est du travail. Enfin, Mm. il y a énormément de choses qu'on ne voit pas comme du travail, Ouais. euh, qui en sont. Ouais. Et effectivement, la définition, elle semble très évidente Mm. quand on en parle. Elle est très mouvante. Moi, à mon échelle, je considère que la boîte, Mm. c'est mon travail. Mais techniquement, je travaille Mm. Ouais. aussi sur d'autres activités, des Mm. activités d'écriture, des choses comme ça. Et t'as raison, je considère que c'est moins du travail. Ouais. Ce qui est très marrant parce que ça fait que je m'autorise à le faire sur des plages qui sont pas mes plages de travail, tu vois. Mm. Je m'autorise à le faire les week-ends, etc. Tout en me monitorant de façon extrêmement précise pour savoir si ça n'impacte pas ma fatigue, Ouais. etc. Mais en fait, tu as raison. Je crois que c'est un des vrais sujets que je touche, qui est, et que touche la question, puisqu'on est parti philo, on y fonce, hein, Vas-y, on y va. Allez, hop. que touche la question de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. Ouais. Si on part dans un truc très théorique, hein, Ouais. même si, enfin, j'espère que ça reste que théorique, mais si on parle de la question du potentiel remplacement d'énormément d'activités rémunérées par des intelligences artificielles, bah, ça va poser la question de ce qu'on fait Mm. de comment on contribue à la société, comment évidemment on rémunère ça. Et en fait, ça pose la question de, ouais, en fait, tout ce qu'on fait à côté, qu'on considère pas comme du travail, mais Mm. qui apporte de la valeur. Tiens, parlons du travail des femmes et Voilà, travail du fait domestique, carrément. qu'elles soient vraiment en charge Ouais. du care, qui est un travail qui peut également être rémunéré, sauf que beaucoup Mm. d'entre elles ne le sont pas. Toutes ces choses-là qui apportent de la valeur, Mm. pour ta définition, qui sont utiles, Ouais, c'est ça. il va peut-être falloir qu'on apprenne collectivement à les considérer comme du travail. Ouais.
J'ai lu, et je vais te dire un truc totalement vague et pas assez précis, mais j'ai lu que la personne, quand ils avaient établi le calcul du PIB, une des grosses alertes des scientifiques qui étaient mobilisés là-dessus, c'était de dire on passe complètement à côté de toutes ces activités non rémunérées et qui sont essentielles. Ils avaient compris cette difficulté-là dès la création de Mm. cet indicateur qu'est le PIB. Je trouve ça vachement intéressant de se dire. Enfin, effectivement, là, on part loin dans la philo, mais cette idée de qu'est-ce qui est utile. Et en fait, je vais te dire comment je suis arrivée à cette question. C'est parce qu'on avait eu une conversation très intéressante sur le repos. Et je me disais, Mm. est-ce que le repos, c'est l'inverse du travail? Et je suis pas sûre. C'est quoi l'inverse du travail? Est-ce que c'est le repos? Je sais pas. Ah. Euh, Mais sans rentrer dans du philo-philo, je sais que toi, tu as vachement évolué sur la définition de ce qui te reposait. Parce que c'est quand même ça aussi, dans ces questions d'équilibre, c'est qu'est-ce qui me permet de balancer, de faire la balance avec des moments où je travaille, où je suis mobilisée. Comment je me repose? Qu'est-ce qui me repose? Ouais, ça a été une immense révélation pour moi. Et c'est arrivé après la création de boîte. Au fond, alors déjà, point 1, on va remonter un tout petit peu, mais Vas-y. moi j'ai besoin de compartimentaliser. Ça, je le Mm. sais. Je fonctionne comme ça. Tout le monde ne Ouais. fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai un besoin vital de compartimentaliser. Ça veut dire quoi concrètement, si Ah, je pense à c'est nos une bonne auditeurs? question. Ouais, Pour moi, ça veut dire véritablement séparer, autant physiquement qu'en termes de temps, etc., ouais. le travail et le reste de ma vie. Donc, ça se traduit par des plages horaires définies pour le travail que j'essaye de ne pas dépasser. Ça se Mm. traduit par deux téléphones, un pro, un Mm. perso, comme ça je peux enfermer le pro le soir et le week-end loin. Ça se Mm. traduit par, j'ai cette chance-là d'avoir un espace pour le travail que j'ai pas eu pendant les confinements. Et ça a été une Mm. leçon amère. Euh, donc j'ai un espace défini. Ça se traduit par une séparation véritablement. Mm. Parce que je sais que la façon dont je fonctionne, c'est que pour travailler sur un sujet, pour résoudre un problème, j'ai besoin de ne pas y penser. Ouais, Il y a des gens qui ont besoin de penser au taf en permanence pour résoudre les trucs. Moi, j'ai besoin de ne surtout pas y penser. ouais, Quand j'y reviens, bizarrement, c'est plus clair. ouais. Je remonte à ça parce que quand j'étais salariée, c'était vachement plus. Enfin, ça n'a pas été simple, mais c'est assez possible de se dire, bah, de toute façon, une heure de plus, une heure de moins, etc., c'est pas moi que ça enrichit. Mm. En gros, pour schématiser. Mm. Et donc, j'avais à peu près réussi à mettre cette distance-là. Puis, boum, je crée ma boîte. Et là, soudainement, c'est l'inverse exact. C'est-à-dire que chaque heure que je ne passe pas à travailler, j'ai l'impression qu'elle est perdue pour Mm. ma boîte et que je devrais bosser plus et que je devrais, etc. Donc bref, première année un petit peu complexe. Donc ajouté au confinement et au fait Mm. que je travaillais de ma chambre. Enfin bref, C'était bien, quoi. voilà. Mm. Tout était réuni pour une santé mentale au top. Euh, et à ce moment-là, bon, grosse prise de conscience avec mes associés. Et là, on se dit, OK, en fait, on a réalisé un truc qui était que notre santé à nous, physique, mentale, etc., était un asset de la boîte. Mm. Qu'en fait, il était absolument clé qu'on soit dans le meilleur état possible pour pouvoir gérer cette boîte et qu'on avait moins besoin de que la boîte avait moins besoin de notre temps Mm. que de notre capacité à être décisif, lucide, efficace et clair. Ouais, Ce qui amène à la ouais, question de comment je crée ces opportunités-là ouais. d'être dans le meilleur état possible. Et là, on est tous différents. Moi, j'ai réalisé un truc pour moi qui est que je ne me repose pas en faisant rien. Mhm. en- Enfin, je vais être plus précise dans ce que je dis, mais en gros, je suis quelqu'un qui a beaucoup de pensées qui lui tournent dans la tête tout le temps. Et en Mm. fait, je n'arrive pas, en ne faisant rien, en me reposant, etc., à faire arrêter ce flot de pensées. Si quelqu'un a une technique, je prends. Euh, mais j'ai réalisé un truc qui est qu'en fait, c'est pas le vide qui me reposait, c'est de remplir ma tête d'autre chose et de Mm. quelque chose qui me fait du bien. Et en fait, j'ai découvert que pour moi, le repos, c'était au fond pas du vide ou du calme, mais c'est une autre activité, d'un autre type. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'en suis arrivée à écrire de plus en plus, parce que pour moi, l'écriture a exactement cet effet-là, qui est que ça me donne de l'énergie au lieu de m'en prendre. Mm. Et donc, typiquement, bah, en fait, pour moi, écrire ces DLT, c'est un repos, enfin bizarrement. C'est du Mhm. travail pourtant, c'est du gros taf, mais ça Mm. m'apporte plus que ça ne me prend en termes Mm. d'énergie. Et donc en fait, c'est là que je me suis mise à comprendre qu'en fait, pour moi en tout cas, il faut que je fasse d'autres choses.
pour me reposer. C'est pas une obligation. Je veux pas du tout que ça participe d'une culture du hustle et Ouais, il faut absolument avoir productivité 12 à activités fond. à côté, être un slasher, Ouais. machin, etc. Mais alors, pas du tout. C'est-à-dire que Mm, la céramique, ça marche aussi pour moi. mm. Le problème, c'est que j'y suis absolument nulle. Mais c'est juste, moi, j'ai réalisé qu'au fond, c'est d'autres activités qui me remplissaient, quoi. Ouais, ouais. Et alors, une de ces activités, j'ai l'impression, enfin, je crois savoir que c'est les romans. J'ai lu ça dans une de tes newsletters. T'écris des romans? Écoute, ouais, Mm. ça a commencé. En fait, j'ai toujours voulu. Ah oui, parce que j'ai oublié de mentionner un détail, c'est que je voulais être président de la République et écrivain. Oui, bah oui. Hyper important de le mentionner, quand même. Slasheuse, une présidente slasheuse. Voilà. Mm. Tu me diras, il y a des ministres qui écrivent aussi. Euh, et j'ai toujours aimé ça. On m'a dit très, très, très tôt que j'étais pas trop mauvaise et tout. Et je m'étais dit, je serais écrivain, je serais le plus jeune écrivain. Enfin, je serais un jeune écrivain. Ah ouais. Euh, et puis en fait, j'ai lâché pendant tout un temps parce que bah faut faire des études, faut trouver un taf, faut machin, etc. Puis on l'a établi, mon travail au début était assez prenant. Et puis boum, le confinement, beaucoup de temps pour moi, beaucoup de réflexion sur la vie et je me suis remise à l'écriture à ce moment-là, euh, avec un atelier d'écriture à distance. C'était Mm. vraiment cool. Et puis ça permettait de parler à des gens. Ouais. Et exactement la même chose que ce que je décrivais sur la newsletter, pour moi, c'est exactement dans le même mouvement. Mm. Je me suis rendu compte que j'avais un plaisir infini au process de l'écriture. Et donc, j'ai commencé à en faire une partie de mon quotidien. En fait, j'ai des plages horaires dédiées le samedi et le dimanche matin, qui est globalement pas le moment le plus utile de ma semaine par ailleurs. Enfin, il y a pas de faux Mhm. mots. J'ai pas beaucoup mieux à faire le samedi et le dimanche matin. Mhm. Et donc, je me suis mise à avoir ce truc-là où dès que je me réveille, après 2 cafés, je me mets à mon petit bureau et j'écris jusqu'à ce que j'en puisse plus, quoi. Donc, généralement, début d'après-midi, quoi. Ah Midi, ouais. début d'après-midi. Ouais, bah, ça fait des plages de 3 4 heures. Mm. Et j'y prends un plaisir immense. Et donc là, je viens de boucler mon deuxième roman. Euh, et je suis en pleine phase de relecture en ce moment. Ça n'a pas du tout de rapport avec ce sur quoi j'écris dans la Ouais. newsletter, qui est évidemment le monde du travail. C'est des choses qui sont un peu plus des sujets personnels. Celui-là est un roman sur en fait, le rapport à la maternité. Donc, Mm. rien à voir. Et notamment la difficulté du refus de la maternité, Mhm. qui est un sujet ô combien tabou et Ouais. explosif aujourd'hui. C'est d'ailleurs, ça fait partie de ça. Si des éditeurs sont Bah, auditeurs. ouais, il y a un essai qui vient de paraître là-dessus chez Payot. L'heure Euh, du choix. ouais, il y a eu il y a un livre qui est absolument phénoménal de Fiona Schmidt, La chaîne Ouais. au l'utérus, Oui. qui est, Je l'ai interviewé, Fiona. euh, Ouais. elle est formidable et cet essai est absolument Ouais. incroyable parce que en fait, il montre absolument la palette de pression qui s'applique sur les Mm. femmes sur la maternité, Mm. que ça soit Mm. d'en avoir plus, d'en avoir moins, de ne pas vouloir en avoir, etc. En fait, il y a des pressions sur absolument tous les sujets. Et Mm. c'est un sujet que beaucoup de femmes autour de moi, à mon âge, qu'elles aient des enfants, qu'elles n'en aient pas, dont qu'elles subissent Mm. et que je subis bien sûr. Et j'avais vraiment envie d'en faire ce roman. Mm. Génial. Ton premier est publié, on peut te lire Non, non? non, non. Ok. Le premier, je pense, n'a rien à voir. C'est une dystopie Mm. écologique. Ok. Je pense qu'il va nécessiter un peu de retravail. Je crois que le deuxième me vient assez des tripes. Et Mm. c'est celui-là que j'ai envie Ouais. de me déployer et de tabler, parce que par ailleurs, on est sur un sujet qui est très profond et exactement comme une newsletter, la forme est beaucoup plus légère. Mm. Donc on est sur un mélange de quelque chose d'assez parfois sombre d'une forme assez drôle. Mm. Et je pense que celui-là, c'est exactement. Enfin, enfin, il est sorti de moi, quoi. Il y a des trucs, des fois, Mm. on a vraiment besoin qu'ils existent. Et je crois que c'était le cas. Ouais, exactement. Et puis les tripes, ça a l'air d'être un truc quand même qui parle fort chez toi. Ouais, mais je pense que, Ouais. en fait, enfin, je pense que l'intuition et Ouais. tous ces sujets-là sont des choses qui sont pas très respectées ou pas très bien Ouais. compris.
Et en fait, je pense que on est dans beaucoup de nos choix, qu'ils soient des choix de vie ou des choix pro, parfois l'intuition nous donne des bonnes directions, je crois. Ouais. Et de quoi t'es fière, toi, Séverine? Waouh! Écoute, je crois qu'il y a une fierté alors pro qui est que évidemment tout n'est pas idéal, parfait et facile tous les jours, mais je crois que dans la boîte qu'on a créée, on a essayé de recréer un peu le contexte de travail qu'on aurait voulu avoir. Mm. Et on n'y arrive pas tous les jours. Tout n'est pas parfait. Et voilà. Mais je crois qu'on a. Ce que nous disent les gens qui bossent ou qui ont bossé pour nous, c'est que bah, la boîte est saine, quoi. Et c'est un vrai compliment Ouais. que c'est un plaisir et qu'il y a de la confiance. Et une personne me disait, tu te rends compte, il n'y a pas de gossip chez nous. C'est hyper intéressant. C'est genre, on ne parle pas des gens en mal d'eux derrière leur dos. Et Mm. ça paraît très bête, mais ça Mm. m'a fait un choc parce que, ouais, en fait. Et donc, ça veut dire que globalement, on peut se sentir à peu près libre d'être soi et que tout va bien se passer. Ouais. Et ça pour moi, c'est une fierté parce que pouvoir offrir à des gens qui bossent pour nous ce contexte-là, au moins un moment dans leur vie, Mm. je trouve ça vraiment cool. Euh, et puis une autre fierté dans la boîte, c'est que on a des freelances qui sont géniaux et qui sont non seulement doués, mais qui ont tous en commun d'être des bonnes personnes. Et c'est quelque chose qui, je trouve, est un peu la preuve du cœur qu'on y met et aussi de ce qu'on essaye d'en faire. Donc ça, je pense que j'en suis super fière. Et ensuite, il y a un autre truc. Non, je suis hyper fière de trucs. Non, mais il y a une autre chose qui est liée à la newsletter. Je crois que, enfin, je reçois des retours de gens qui réagissent à des articles, à des choses dont je parle. Et je crois qu'il y a une chose, il y a plein de retours qui me touchent, mais je crois que celui qui me touche le plus, c'est quand les gens me disent, c'est quoi, ça m'a fait du bien de le lire, ça m'a fait du bien que quelqu'un pose les mots sur cette Ouais. situation. Ouais. Euh, de savoir que rien que... Parce que des fois, je me sens impuissante face à un sujet que j'aborde. Mais quand des gens viennent me dire, c'est quoi, ça fait du bien d'entendre quelqu'un dire les choses, ça me fait extrêmement plaisir. Ouais, c'est un vrai cadeau de ça, d'arriver à mettre des mots pour les gens, pour qu'ils Mm, puissent au moins lire ce qu'ils ressentent, s'ils n'arrivent pas à mm, l'exprimer de cette manière-là. mm. Ce que tu dis sur le fait qu'il n'y ait pas de gossip, tu dis c'est bête, mais c'est absolument pas bête. Je crois que j'ai jamais été dans une boîte où c'était le cas. Comment t'analyses que vous ayez réussi à créer ça? Bon, le remote aide, hein. Parce que, Vous tu n'avez vois, pas dédié du temps au gossip, tu veux dire? tu me diras, quand on veut gossip, on peut toujours gossip. On peut toujours gossip. Ouais. Écoute, c'est une bonne question. Je pense, et tu sais quoi, on va être obligé de prononcer le mot bienveillance. Oh là Vas-y, là, vas-y, ça vas-y, me, vas-y, vas-y. oh là là, ça me Oh là là. file des frissons et de l'eczéma. Euh, Mais non, mais ouais. je crois que c'est une question d'exemple aussi déjà. Mm. On est trois fondateurs parce donc il y avait mon premier associé Romain et maintenant il y a mon deuxième associé Romain Mm. qui nous a rejoint un peu de temps après. Et je crois qu'on a tous les trois en commun de déjà pas vouloir porter cette culture-là et de pas le faire. Et c'est bête, mais Mm. ça commence là, je pense. Mm. De pas ouvrir la porte à ces aspects-là. Je pense que c'est absolument clé. Ouais, je crois que ça commence par l'exemple, je pense. Ouais. Ouais, je crois que il n'y a pas que ça, mais je crois qu'il y a que ça. Et puis après, il y a plein de boîtes dans lesquelles le gossip fait partie de la culture et de la currency de ce qu'on s'échange. Enfin, je pense qu'il y a plein de boîtes, il y en a plein dans la pub où, par exemple, les fêtes, Mm. les fêtes de Noël, les fêtes d'agence, servent à produire du gossip Mm. et que c'est un peu pour ça. Et c'est, ah, t'imagines pas ce que machin fait, t'imagines pas machin, etc. Mm. Ça fait partie de la culture. Et en fait, plein de choses comme des Mm. fêtes, etc., créent ces moments-là qui créent des comportements dont on peut Mm. parler. Donc je pense que enfin ouais, c'est à notre échelle, on peut le faire à une petite échelle, mais je pense que c'est une question d'exemple, beaucoup. Ouais. Ouais, je crois que c'est à la fois c'est fou parce qu'on revient beaucoup à ça, à cette idée d'exemple et à cette idée de culture Mhm. et qui est la chose la plus intangible Ouais. et à la fois la plus simple et la plus complexe dans une organisation. Tu vois, C'est c'est clair. hyper facile de pas dire du mal des gens. C'est hyper facile de montrer le bon exemple. Enfin, c'est simple, je veux dire. C'est simple de se comporter bien. C'est simple de dire bonjour. C'est simple de dire merci.
Et c'est les éléments sur lesquels on a le sentiment d'avoir le moins de prise, bien souvent. Et cette idée d'exemplarité, moi, je la martèle souvent et je rêve que les managers se rendent compte qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir qu'ils ne le pensent. Ouais, je suis d'accord. En fait, c'est à la fois le plus évident et le plus complexe Mhm. des sujets. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que la position de manager est compliquée. C'est-à-dire que ça fait beaucoup de responsabilités sur certaines personnes, mais surtout en ce moment où il y a quand même un poids, une Mhm. charge administrative, de Mhm. process, etc., dans beaucoup de boîtes, qui est quand même très, très lourde sur les managers, en plus de la gestion Mhm. humaine, en plus de la gestion des Ouais, sujets, etc. Et ouais, donc, ça fait un poids qui est complètement dingue, quoi. c'est Euh, vrai. Et c'est peut-être le poids qui porterait le plus volontiers, en fait. Ce poids de se dire, en fait, je veux être un bon exemple, je veux insuffler quelque chose de bien, quoi, dans mon équipe. Je veux que ça se passe bien, je veux que les gens se sentent bien. Tu vois, on parle de poids, effectivement, mais il y a plein de poids dont ils se délesteraient bien volontiers pour endosser celui-là. Exactement. Et je pense qu'ils le veulent. Ouais, Je pense que ouais, beaucoup, beaucoup de gens le veulent, veulent être un bon exemple, veulent soit reproduire des bons ouais, exemples qu'ils ont eus, soit faire le ouais. contre-exemple de ce qu'ils ont eu. Je pense que beaucoup de gens le veulent, mais la question, c'est les moyens C'est les moyens. qu'on leur donne. Ouais. Ouais. Ça fait bisounours, hein, de te dire ça, mais je crois beaucoup au pouvoir du Incroyablement. bisounours. Mm, Ouais, mm. c'est extrêmement cheesy, mais je pense qu'on a raison. Non, mais le pouvoir du cheesy est sous-estimé. Euh, c'est le cheesy qui Je nous suis bien sauvera. d'accord. Non, mais j'ai Mm. j'ai un article qui me taraude depuis longtemps, qui est un article sur la Mhm. gentillesse. Ah, bah vas-y. J'ai pas encore l'angle, mais ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que j'y pense. Parce que, enfin, comment est-ce qu'on en est venu à être dans une culture où gentil est un peu une insulte? Oui, Euh, oui, oui. et qu'on utilise des mots comme bienveillance qui veulent plus dire grand-chose non plus, Mhm. qu'on a un peu vidé de leur sens. Mhm. Et comment la gentillesse en est venue à ne pas être considérée comme une qualité professionnelle? Je pense que c'est une vraie question. Alors, j'ai des éléments de réflexion pour toi. J'ai discuté avec mon coiffeur du sujet l'autre jour et on a pas, parce que lui aussi déteste le mot bienveillance. Et on a rigolé et on se disait, en fait, dans bienveillance, c'est quoi? C'est respect, Mm. c'est effectivement gentillesse. Euh, Il y a un peu de bon sens aussi, Mhm. je crois. Et est-ce que tu as lu le bouquin The Myth of the Nice Girl? Non. Super bien. Ça peut peut-être te donner des idées pour ton Ok. angle, parce que j'ai hâte de lire ton article. Et je vais m'arrêter là, parce que sinon je peux relancer et je pense qu'on aurait encore mille choses à se raconter. Je te remercie, Séverine, Merci à toi. pour tout ce que tu nous as amené aujourd'hui. C'était philo et concret, c'était super. Et Merci beaucoup, c'était un plaisir. on lance l'appel aux éditeurs là qui nous écoutent et puis on mettra là aussi le lien pour s'abonner à CDLT parce que c'est vraiment vraiment chouette ce que tu fais. Merci de Super, merci. travailler là-dessus. À très bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir, Sandra. Merci de votre écoute. Pour continuer à explorer le sujet de l'équilibre des temps de vie et vous mettre en action pour trouver ce qui fonctionne bien pour vous, vous trouverez des tas d'épisodes et d'articles sur mon site www.leséquilibristes.com. Et si vous aimez le podcast, si ce travail vous est utile, il y a plusieurs moyens de le soutenir. En vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des épisodes qui paraissent et en laissant une note et un commentaire. Vous l'avez entendu 50 fois ça, hein, mais ça compte vraiment. Ça permet de rendre le podcast plus visible et donc disponible pour de nouvelles personnes qui peuvent le découvrir. Vous pouvez partager un épisode avec quelqu'un à qui vous voulez du bien. Et vous pouvez aussi visiter mon site www.conscious-culture-au-pluriel.com consacré à mes accompagnements en entreprise et en coaching individuel et de groupe. Vous pouvez aussi m'y laisser un message si vous voulez me suggérer une thématique ou inviter pour un prochain épisode. Rendez-vous mercredi dans 2 semaines pour un nouvel épisode.